Monsieur Mamadou Boboba. Qui est là? S'il vous plaît, un autre. Est-ce qu'il a été entendu par les juges d'instruction? Est-ce que tout le monde a reçu? Je veux parler de la défense. C'est vous. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Monsieur le Président, avec votre permission. Oui. La défense entend soulever une question d'irrécevabilité des constitutions des partis civils de l'association dénommée l'Association des familles des victimes des disparus du 28 septembre 2009 à Fadis. Monsieur le Président, vous rappellerez qu'à l'entame de ces procès, nous avons eu à soulever l'irrécevabilité de la constitution des partis civils de l'AVIPA et de la FDH. Mais en ce qui concerne la FADIS, sa qualité de parti civil n'avait pas été soulevée par nous parce que la FADIS ne s'était jamais comportée comme telle, mais nous venons de recevoir une déclaration de constitution des partis civils où la FADIS est clairement désignée comme parti civil. Or, la FADIS n'est pas connue dans ces procès qui est ouvert depuis le 28 septembre 2022 comme parti civil. La preuve en est que lorsque vous appelez les partis civils, la FADIS n'est jamais appelée. Monsieur le Président, nous nous sommes amusés à parcourir le dossier de la procédure. On s'est aperçu que la FADIS a l'article 4 de son agrément a comme objectif ceci, Monsieur le Président: intervenir dans la recherche des disparus du 28 septembre 2010. Rechercher ces disparus dans les prisons, les camps militaires et tout autre lieu de détention en République de Guinée s'il y en a. Ce sont là les objectifs de la FADIS. Or, Monsieur le Président, l'article 156 du Code des procédures pénales de notre pays dispose clairement, en ce qui concerne bien entendu la constitution des partis civils, des associations, dispose clairement que toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1. Les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité de la personne ou destruction, dégradation. 2. Le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse. 3. Toutes les formes de maltraitance de l'enfant. 4. Les crimes de guerre, de génocide, d'agression ou les crimes contre l'humanité. 5.
la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables. 6. La délinquance routière. 7. Les atteintes faites aux animaux et à l'environnement. 8. La toxicomanie ou le trafic de stupéfiants. 9. Les atteintes aux droits des consommateurs. 10. Les faits de détournement des deniers publics, de corruption et infractions assimilées. Les atteintes 11. Les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'atteintes d'accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal relatives peut porter plainte en lieu et place de la victime de ces faits. Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle fournit avoir reçu l'accord de la victime ou celle-ci était mineure ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal. Monsieur le Président, comme vous le voyez, il se trouve que cette association, son agrément même est antérieur à l'entrée en vigueur de l'actuel code de procédure pénale, et mieux, ses objectifs n'entrent pas dans le cadre des prévisions, des objectifs qui auraient dû être, Monsieur le Président, ceux d'une association régulièrement agréée depuis 5 ans. Du coup, nous soulevons l'irrecevabilité de la constitution des partis civils de l'AFADIS, qu'il vous plaise, conformément à ces dispositions légales, de déclarer sa constitution des partis civils irrécevable. En le faisant, vous aurez dit le droit. Et je rappelle déjà qu'en ce qui concerne les autres associations, vous avez entrepris une décision de sursis à statuer sur cette question. Alors vous avez dit au moment opportun que vous allez vous prononcer sur leur question d'irrécevabilité. Il ne faudrait pas que la FADIS passe inaperçue. Il faudrait que sa question d'irrécevabilité aussi soit soulevée parce qu'elle n'est pas conforme à la légalité de notre pays. En le faisant, vous aurez dit le droit. Je vous remercie sous réserve de ce que mes confrères diront. Monsieur le Président, je crois que c'est l'avis de la défense unifiée autour de ce dossier. On n'aurait plus rien d'autre à ajouter parce que c'est un avis commun. Cette association, elle doit être déclarée irrecevable parce que ses objectifs ne collent même pas avec ce procès. Elle intervient dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence, de ses attributions, des objectifs qu'elle s'est fixés. Elle devait émerger dans la recherche des victimes, dans la recherche des disparus. Aucun document n'a pu être produit au ministère public pour l'édification, parce que la recherche des victimes, la gestion des corps, c'est là le problème de ce procès aussi. Ce n'est pas que les victimes comparantes, celles-là qui souffrent d'infirmités visibles, mais celles dont on n'a eu aucune nouvelle depuis le 28 septembre. Or, cette ONG, à moins qu'elle ait été complice ou qu'elle n'ait pas travaillé, ne nous oriente même pas vers l'enquête, c'est-à-dire les recherches ultérieures, pour retrouver au moins les fosses communes, les investigations faites en haute mer.
Et ce qu'on n'a pas dit ici, c'est qu'il y a des corps qui ont été broyés par des machines parce que les fosses creusées étaient infiniment mineures. Voici les objectifs de cette association. Qu'elle vienne comparaître ici pour se constituer partie civile. Ça s'apparente à la réclamation de l'indu, à l'enrichissement sans cause. Nous nous opposons farouchement et nous savons que votre décision sera la meilleure. Je vous remercie. Ministère public. Sur la demande d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'ONG AFADIS. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention l'intervention de la défense par rapport à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'AFADIS. Cependant, Monsieur le Président, lorsque nous lisons cette requête, certes, l'acronyme AFADIS, ça fait mal, mais ce qui est évident, Monsieur le Président, à cette requête, les avocats ont pris soin de joindre les différentes auditions. Des auditions qui ont été faites par des personnes qui se trouvaient effectivement au stade. Je pense, Monsieur le Président, nous devons plutôt nous focaliser sur les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale. Ce qui est évident, Monsieur le Président, et nous en sommes convaincus, personne ne viendra ici faire des déclarations si cette personne-là n'était pas au stade. Toutes les personnes, Monsieur le Président, en tout cas dont les noms figurent dans la requête qui a été présentée au tribunal, nous nous rendons compte que ce sont des personnes qui se trouvaient au stade. Donc nous souhaiterions que le tribunal accepte de recevoir ces personnes-là pour qu'elles viennent livrer leur part de vérité par rapport à ce qu'elles ont vécu au stade, et à la fin, le tribunal en tirera toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable. Intervenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a une stratégie ici. Ceux qui sont à côté de celui qui dépose. S'il vous plaît, laissez-le continuer. Il a déjà commencé. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Voilà. C'est assez regrettable. Monsieur le Président, AFADIS est une association qui a des statuts reconnus par l'État guinéen. Et dès lors que cette association a des statuts, je pense qu'elle doit figurer dans cette procédure pour deux raisons fondamentales. Premièrement, elle représente des personnes dont les parents ont disparu au moment des faits et qui ne se souviennent pas du premier passage de Ouribailo ici à cette barre. Notre confrère a perdu son jeune frère au stade. Et plusieurs autres personnes ont été entendues justement dans le cadre de ce procès en ayant perdu des proches au moment des faits. Et nous pensons que le nom ne doit pas être le motif central pour empêcher cette association d'exercer pleinement son droit de figurer dans cette procédure. Nous savons tous que les porteurs disparus constituent un pan important dans ce dossier qui n'a pas été élucidé. Donc le passage à cette barre des victimes ou les parents de ces victimes va certainement contribuer à éclairer davantage la lanterne du tribunal. Et enfin, Monsieur le Président, je voudrais que vous fassiez application de la jurisprudence qui a consisté à réserver cette question pour plus tard. Il a été question ici, au début de ce procès,
des questions relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de Avipa, de la FIDH et l'OGDH, même si à l'époque tout le monde n'était pas intervenu pour défendre cette association. Dès lors qu'une victime comparaît à cette barre, nous devons tous œuvrer pour que ces droits soient reconnus. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sollicitons très respectueusement qu'il vous plaise bien vouloir rejeter cette demande de recevabilité et de permettre la continuation des débats. Je vous remercie. Oui. C'est bon. Je remercie mon distingué confrère. C'est un débat intéressant et constructif. Mais je voudrais d'abord préciser que M. Mamadou Baye Loba est là en tant que victime, personne physique. Il n'est pas là en tant que président de AFADIS. Quand même qu'on lise bien notre requête. Mamadou Baye Loba, étudiant né, etc. Je vous prie donc, chers confrères, de lire bien les 2 premiers paragraphes, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code, avec la permission de M. le Président de procédure pénale. Nous venons très respectueusement par la présente nous constituer partie civile au nom et pour le compte des personnes ci-dessous dans l'affaire citée en marge. Il s'agit de 8 personnes physiques. Donc ne confondez pas l'entête et la constitution de partie civile d'AFADIS. C'est distinct. Il est là en tant que victime. Ça, c'est un. Deuxièmement, au même titre que l'OGDH, la FIDH, l'AVIPA, AFADIS s'est constitué depuis 2009. J'ai l'accusé. J'ai tous les accusés de réception de toutes les ONG. Donc, on n'est pas là pour AFADIS, on est là pour des personnes physiques. Mamadou Baye Loba. Je crois que c'est le B.A.B.A. Il y a une grande différence entre une personne physique et une personne morale, publique ou privée. Monsieur le Président, en conséquence, nous vous demandons de rejeter purement, simplement cette demande. Et comme moi j'aime l'égalité et la justice, vous l'avez fait comme la FIDH, l'OGDH, vous vous réservez, ou le moment venu, vous allez vous prononcer sur la recevabilité. Monsieur Ba est là en tant que personne physique et je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, moi je voudrais juste intervenir sur un angle. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si ma compréhension est bonne, j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune opposition. La défense a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'ONG AFADIS. Le parquet, dans sa lecture, a considéré que le fait que ce soit sur la première page de ce dossier, ce nom, AFADIS, ne crée pas de souci dès lors qu'à l'intérieur, on parle effectivement de la constitution de partie civile de personnes physiques. Et d'ailleurs, la défense est allée dans le même sens. Alors, pour moi, il n'y a plus de problème. Nous ne parlons pas de la constitution
même la partie civile ne parle pas de la constitution de la FADIS, puisqu'elle-même l'a ouvertement indiqué. Pour moi, en l'état actuel de la procédure, nous avons affaire à des personnes physiques, pas donc à une ONG. Maintenant, le moment venu, si on devrait parler d'une ONG, et c'est justement là que nous vous demanderons de faire comme vous l'aviez déjà fait, en tenant compte justement de l'argumentation qui a été développée, liant à la fois l'article 157 du Code de procédure pénale, plutôt 156, et les statuts qui ont été donnés. Mais je souhaite, pour que nous évoluions, continuer, que le tribunal accepte que nous continuions avec les parties civiles, mais personnes physiques qui seules pourraient, en tant que demandeurs, faire des réclamations. Je vous remercie. Monsieur le Président, il est extrêmement important de relever l'amalgame, la confusion que la partie civile veut entretenir dans cette affaire. Ce n'est pas nous qui avons produit ces documents et appelés Constitution des partis civils. Il y est bien mentionné collectif des avocats de Ami Diop, plusieurs autres personnes physiques et l'association des familles des victimes des disparus du 28 septembre à Fadis. Monsieur le Président, ça, c'est un acte de procédure qui est signé des mains de Maître Amidou Bari pour le compte du collectif. Ça veut dire, Monsieur le Président, que le collectif est en train d'agir en plus des personnes, au nom des personnes, est en train d'agir au nom non seulement des personnes physiques, mais aussi de l'association, la FADIS. Et du coup, ces avocats-là sont en train, Monsieur le Président, d'exercer les droits reconnus à ces victimes. Nous ne parlons pas des personnes physiques, nous le savons. Nous ne sommes pas en train de contester la recevabilité des constitutions des partis civils des personnes physiques. Mais nous contestons la recevabilité des constitutions des partis civils de la FADIS. Que cela soit clair. Et l'article 4, dont le ministère public a fait état, n'a rien à voir avec les dispositions de l'article 156 qui sont applicables en ce qui concerne les associations. Nous parlons d'une association. On n'est pas en train de parler d'une personne physique. Donc, Monsieur le Président, il faudrait que cet équivoque soit levé et qu'au moment venu, nous ne vous demandons pas de vous prononcer maintenant, au moment venu, que le tribunal puisse se prononcer sur cette question de recevabilité des constitutions des partis civils de la FADIS au même titre que sur celle qui a été soulevée en ce qui concerne les autres associations des victimes dans cette affaire. En le faisant, vous aurez dit le droit. Je vous remercie. Voilà. Voici la décision du tribunal. À cette phase, le tribunal juge inopportun de se prononcer sur cette demande et ordonne la continuation de l'audition de monsieur Mamadou Bayloba. Monsieur Ba, vous voulez parler dans quelle langue? Je m'exprimerai en français. Quel est votre nom? Je m'appelle Mamadou Bayloba. Vous avez quel âge? Je suis né en 1992. Où? À Conakry. Le nom de votre père? Mamadou Aliouba. Votre mère? Fatoumata Diariouba. Quelle est votre profession? Je suis politologue de formation, concentration, administration publique.
Où vous êtes domicilié? à Fiaminière Centre. Alors, dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, sœurs, assesseurs. À l'entame de mes propos, je rends un hommage mérité à mon père, Mamadou Aliouba. Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aurais voulu qu'on réserve une minute de silence à l'occurrence de tous ceux-là qui ont été brimés au stade du 28 septembre et ceux-là qui ont décédé au cours de la combat sur la dynamique pour la justice et la vérité dans notre pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais vous expliquer le récit et le témoignage que nous avons vécu pendant les circonstances de la disparition de mon père au stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je rappelle ici que mon père est né en 1960, précisément à Tougué. Profession, il faisait la tôlerie et la peinture. Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009 est un jour gravé dans l'histoire de notre pays et notamment dans l'histoire de notre famille. Monsieur le Président, sœurs, assesseurs, le lundi matin, le 28 septembre 2009, mon père, comme d'habitude, s'est levé très tôt. Il a fait son bain, il a pris son petit déjeuner. Comme d'habitude, il nous réveillait tous pour que nous puissions prier dans les environs de 6h et 7h. Et qu'après tout cela, il est sorti de la maison. Ma marâtre était assise à côté de la porte. Et une de mes jeunes sœurs qui avait 3 ans à l'époque était aussi arrêtée. Mais il y avait un climat de confiance et d'amour qui existait entre mon père et moi. D'habitude, quand il se lève et qu'on arrive à faire la prière, j'échangeais avec lui 10 minutes à 15 minutes pour qu'il puisse se rendre à son lieu de travail. Et lorsqu'il a fait dos pour sortir, pour aller à son lieu de travail, ma jeune sœur qui était arrêtée à côté, elle n'avait que 3 ans, elle a dit, papa, quand vous partez, vous allez perdre votre téléphone. Qu'après, ma marâtre lui est tapée comme ça au niveau de sa main, elle a commencé à pleurnicher. Mon père a fait dos, il a dit, qui a fait cela? Après, ma marâtre a commencé à consoler ma jeune sœur. Mon père est sorti, comme je disais, à 7h du matin. Il s'est rendu à son lieu de travail. Mais lorsqu'il est venu à son lieu de travail, il s'est entretenu avec ses apprentis. Comme naturellement il est de culture de donner le petit déjeuner à ses apprentis. Et ça a coïncidé à l'arrivée d'un de ses clients fidèles qui est venu du nom de Alagiteli. Alagiteli avait une voiture de marque Mercedes Volkswagen de 190. Lorsqu'il est venu, mon père lui a aperçu à son garage. Il lui est donné facilité pour qu'il puisse rentrer dans le périmètre de son garage pour garer sa voiture. Après, lorsque le monsieur Alagiteli est descendu de sa voiture, il a eu un échange avec mon père. Il a dit, Ali, aujourd'hui, l'atmosphère est très vive dans la cité. Il faudrait que nous partons pour un peu regarder ce qui se passe. Qu'après cela, ils ont marché à pied. Ils sont venus jusqu'au niveau de Carrefour Concassère. Il y avait une foule immense qui quittait vers Bambeto Koza, mais de façon émotionnelle, ils ont suivi la foule, ils sont allés jusqu'au niveau du stade du 28 septembre 2009.
Et lorsqu'ils sont venus, ça a coïncidé à l'ouverture des portails du stade. Qu'après, lorsqu'ils ont pénétré dans l'enceinte du stade, mon père s'est désolidarisé de son ami Aladji Teli, qui est son client. Mon père est allé s'asseoir vers les gradins, là où se trouvaient les leaders politiques. Qu'entre-temps, 30 minutes à 40 minutes, ils ont entendu les coups de tir retentir de part et d'autre. Qu'après, les gens ont commencé à courir de part et d'autre. Lorsque les gens ont commencé de courir de part et d'autre, le vieux Aladji Teli qui était avec mon vieux, lui, il a fui. Lorsqu'il a fui, il a laissé mon père là-bas. Mais en ce moment, nous étions à la maison. Et mon frère aîné, qui avait 21 ans à l'époque, aussi s'est rendu au stade du 28 septembre 2009. Mais qu'après cela, bien entendu, mon père avait donné conseil que par tous ces enfants, c'est-à-dire ceux-là qui étaient là-bas, que personne ne sort aujourd'hui, parce que la situation du pays est un peu tendue. Et qu'après cela, vers les 14h, 15h, son apprenti du nom de Maître Amadou a appelé mon père. Un monsieur lui a répondu sur le téléphone avec une voix beaucoup plus impulsive et menaçante. Après, ce monsieur lui a signifié que le propriétaire de ce téléphone est décédé au stade. Mais il a préféré garder l'information à son niveau parce que nous constituons une grande famille. Donc vouloir expliquer, appeler à la maison et dire que nous avons perdu notre père au stade allait beaucoup nous bouleverser. Donc il a préféré garder l'information à son niveau. Et la nuit tomba, les appels se multiplia de part et d'autre, la famille, les proches, tout le monde appelait, parce que ce jour-là, à partir de 19h, 20h, tout le monde était chez soi, personne ne sortait, il n'y avait que des voitures, des militaires qui passaient de part et d'autre. Et qu'après cela, il a effectué un appel, il a appelé mon grand frère aîné, il a dit « Est-ce que votre père est rentré à la maison ?» Nous l'avons signifié que notre papa n'est pas rentré à la maison. Qu'après, nous sommes restés dans cette situation, dans ce vide-là, et nous avons passé toute la nuit à réfléchir. À chaque fois, mes deux mamans rentraient dans notre petite chambre pour regarder si on allait très bien, mais les tout petits se sont endormis. Moi, j'échangeais avec mon frère dans la chambre. On s'inquiétait sur le sort de mon père, parce qu'on sait, il m'a expliqué les circonstances le fait qu'il ne s'est pu s'échapper au niveau du stade. Il m'a dit qu'il y a eu beaucoup de cas de mort, il y a eu des cas de viol. Et puis il y a eu beaucoup d'atrocités au stade du 28 septembre. Difficilement il s'est en sorti. Mais je lui ai dit que si aujourd'hui papa ne rentre pas, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé. Mais je ne sais pas la nature et la forme de ce qui lui est arrivé au stade. Qu'après tout cela, nous avons passé une nuit blanche. Mes deux mamans pleuraient. Après le matin, toujours les appels se sont multipliés, les proches sont venus, les voisins et la famille en question. Et donc, mais les gens pleuraient. Nous avons écouté les consignes de nos aînés, naturellement, qui nous ont dit de garder le silence pour ne pas aussi que les militaires viennent nous faire du mal dans notre maison. Mais moi, en ce moment, je n'avais qu'une quinzaine d'années. Je n'avais pas tellement considéré parce que je ne connais pas les gravités de ce qui s'est passé au stade. Mais mon frère, lui, lorsque je lui fixais dans les yeux, je comprenais qu'il avait un agenda, qu'il avait quelque chose en lui qu'il me cache. Surtout, mon intuition me disait que ça n'allait pas. Parce qu'à chaque fois que je le regardais, je le voyais pleurer. Qu'après, nous avons décidé le lendemain
de sillonner dans les hôpitaux. Une bonne partie se sont rendus au niveau des hôpitaux, bien entendu, les morgues, et l'autre partie se sont rendus dans les lieux de détention. Nous avons regardé un peu partout, mais il y avait la presse aussi qui venait chez nous et quelques représentants d'ONG et d'institutions à caractère droit de l'homme. Et les témoignages aussi se faisaient de fur et à mesure. Qu'après tout cela, nous avons fouillé dans les lieux de détention et au niveau des hôpitaux. Et notamment au niveau de l'hôpital Niassidine, nous sommes venus en grand nombre. Mon frère y était avec les cousins à mon papa. Ils sont venus, il y avait un arsenal militaire qui était posté de part et d'autre avec des fusils bien armés. Mon frère tenait coûte que coûte à connaître la situation de mon père, quel a été son sort. Mais au niveau de Niassidine, il y avait un militaire qui l'a intimé et qui l'a menacé parce qu'il y avait beaucoup plus de frayeur que si toutefois il brave ses interdits, il brave les barricades qui étaient érigées au niveau de Niassidine, qu'il allait mettre une balle dans sa tête. Qu'après cela, j'avais un cousin, lui a intercepté au niveau de sa main. Il a dit, il ne faut pas faire cela, sinon on risque de te tuer. Mais le lendemain aussi, nous sommes venus aussi au niveau de Niassidine. Là aussi, mon frère était avec les parents. Mais ce jour-là, il y avait peu de militaires qui étaient au niveau de l'hôpital. Mon grand-père a échangé avec une dame qui était censée de veiller sur les corps qui étaient au niveau de la morgue. Et la femme l'a dit, si toutefois nous voulons introduire dans la morgue pour regarder les corps qui étaient exposés dedans, il faudrait qu'on lui fasse, qu'on arrive à la donner un peu d'argent. Après, mon grand-père lui a donné 50 000 à la dame. Maintenant, avec tous les risques qui courent, la dame là, a pu nous aider pour que nous puissions rentrer au niveau de la morgue. Là aussi, nous avons regardé les corps qui étaient. On n'a pas retrouvé le corps de mon père. Entre-temps, nous sommes restés là. Mon frère a dit, pour faciliter les choses, il faudrait qu'on se saisisse, j'allais dire, de sa photo. Qu'après mes deux mamans, parce que ce jour-là, il n'y avait pas de véhicule, mes deux mamans ont marché à pied de Afia jusqu'à Niassidine. Mes deux mamans sont venues, elles ont exposé la photo. La dame a dit que le corps là n'a pas été envoyé ici. Toujours dans la recherche et dans la quête de l'identification du corps de mon père. Nous sommes venus aussi au niveau de l'hôpital Donka. Là aussi, nous avons rencontré un monsieur qui était aussi censé de veiller sur les corps qui étaient au niveau de la morgue de Donka. Ce monsieur nous a dit que réellement, les corps qui ont été envoyés ici, en se servant de sa photo, que effectivement ce monsieur a été exfiltré ici avec un arsenal militaire pour autre destination dans les environs de 23 heures. Pour preuve, ils sont venus d'abord tirer sur le transformateur qui était là-bas, donc il y a eu coupure de courant. Donc dans ça, ils ont profité pour soutirer les corps au niveau de la morgue de Donka pour autre destination. Qu'après cela, nous nous sommes retournés. Il y avait aussi toujours des recherches parce qu'on s'est dispersé. D'autres aussi fouillés au niveau des lieux de détention. Mais nous n'avons pas retrouvé vraiment les traces et toutes choses qui faisaient trait à la disparition de mon papa. Qu'après cela, nous avons, par voie de presse, nous avons écouté que les corps seraient exposés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal. Là aussi, nous sommes venus en grand nombre. Mon frère toujours était là-bas avec mes oncles et les proches. Nous avons regardé les corps qui étaient exposés au niveau de l'esplanade de la mosquée.
Mais les gens avaient du mal à reconnaître leurs proches parce que la majeure partie des corps qui y étaient décomposés. Mais mon père avait adopté un fils qui a quitté chez nous actuellement. Il est à Kindia. Ce monsieur aussi, une fois encore, nous a signifié parce que mon père avait des signes particuliers que certains de ses enfants en ont comme moi, au niveau de mon bras droit et aussi au niveau des doigts. Là aussi, nous avons regardé au niveau des bras, des corps qui étaient exposés, au niveau des doigts aussi, nous n'avons pas trouvé de traces. Et dans ça, ceux-là qui étaient venus, une bonne partie n'avaient pas retrouvé leurs ayants droit. Il y a eu échauffourée, il y a eu lancement de gaz lacrymogène. Et dans ça, mon frère, il avait un bobo. Les policiers qui étaient là-bas, parce qu'il y a eu échauffourée entre les ayants droit qui étaient venus pour chercher leurs proches et les policiers qui étaient. Donc ils ont déchiré son boubou, ils l'ont dépouillé même de son téléphone et de son argent, tous les biens qu'il avait. Maintenant, la famille est venue parce que mes deux mamans étaient à la maison parce que ça plairait. Lorsqu'ils se sont retournés à la maison, mon frère, j'étais au niveau de la porte. J'étais arrêté, je pensais, je méditais sur la situation de mon père. Qu'est-ce qui lui est arrivé réellement? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Lorsqu'il rentrait, parce qu'en ce moment, nous n'avions pas clôturé chez nous, mais nous avons pu, en rentrant chez nous, mon père avait mis un cibassement qui faisait la différence avec autre concession. Donc je l'ai vu, il a trébuché en rentrant chez nous. Il a trébuché, je l'ai fixé dans les yeux, j'ai compris que réellement, mon père est décédé au stade et son corps a fait l'objet de dissimulation, soit dans les fosses communes ou par ailleurs, les corps qui ont été jetés en haute mer. Mais, vu son jeune âge, à l'époque, et c'était la première fois de voir des dizaines de corps exposés, il a eu une dépression mentale. Donc il a fallu que mes cousins le consolent et le prennent pour l'incarcérer dans une maison, pour qu'on puisse progressivement échanger avec lui, pour qu'il puisse revenir à la raison. Il a fait plusieurs jours dans une chambre. Qu'après, nous avons décidé aussi, une fois encore, de continuer les recherches au niveau des lieux de détention. J'avais un oncle, paix à son âme, il avait une relation au niveau du camp de Kundara. Mon oncle est venu, il a utilisé ses relations, il a pu introduire au niveau du camp du Kundara, il a sillonné les prisons. Il n'a pas retrouvé la trace de mon père. Maintenant, les ONG de défense des droits de l'homme venaient chez nous pour les récits, pour recueillir des informations. Qu'après, à mon jeune âge, je me rappelais, j'ai vu des personnes très costauds à l'époque. J'ai compris que ceux-là, c'était des Américains. Et à travers le temps, j'ai compris que c'était la commission d'enquête des Nations Unies. La commission d'enquête des Nations Unies sont venus chez nous. Ils ont interviewé mes deux mamans. Ils ont interviewé aussi mon frère aîné et ceux-là qui étaient là-bas. Et la commission d'enquête, toujours dans sa quête de vérité et de justice, ils sont allés jusqu'au niveau de son garage. Là aussi, ils ont recueilli des informations et d'après ces apprentis ils ont expliqué comment les circonstances, comment mon père a quitté son garage pour se rendre au stade. Qu'après cela aussi, parce que les ONG qui venaient généralement, quand vous prenez Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, et notamment l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, ceux-là qui sont venus, c'est-à-dire les organisations à caractère de défense des droits de l'homme, ils sont venus parce que parce que généralement, c'est les partis politiques qui ont appelé à manifester pour une manifestation qui se voulait pacifique. Donc les points focaux, généralement, se trouvaient au niveau des partis politiques. Donc les jeunes qui venaient, ils faisaient référence au niveau des partis politiques. Là aussi, mes mamans venaient périodiquement avec mes parents pour venir faire des témoignages. Qu'après cela,
parce que j'avais un oncle, il est beaucoup plus actif dans la politique. Et donc, à travers celui-ci, nous avons connu un monsieur qui travaillait au niveau de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, qui s'est beaucoup investi aussi dans le cadre de la recherche de la vérité et de la justice, allant dans ce sens de la procédure liée aux événements du 28 septembre 2009. Il s'appelle Mamadou Boussourou Diallo. Communément, on l'appelle sénateur. Donc, ce monsieur, à chaque fois qu'il y ait des rencontres avec la communauté internationale, notamment les Nations Unies, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, il me faisait appeler. Il me faisait appel, j'allais dire. Mais quand je venais, j'échangeais avec ces experts-là qui venaient pour échanger un peu sur les questions liées aux droits de l'homme. Qu'après cela, nous avons resté dans cette dynamique-là et nous avons une fois sollicité par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Là aussi, nous avons travaillé avec notre organisation, l'Association des familles des disparus. Bien entendu, nous sommes constitués partie civile. Bien entendu, nous sommes constitués partie civile. Au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme, nous sommes venus, nous avons aussi fait des récits. Et au niveau du Haut Commissariat, ils nous ont quand même promis qu'ils feront tout pour qu'ils puissent nous aider pour que notre dossier puisse propulser. Et là aussi, la commission d'enquête des Nations Unies sur les disparitions, le courrier de disparition forcée et involontaire des Nations Unies, c'est une question de rappeler à nos avocats de part et d'autre de regarder les pièces qui ont été versées dans le dossier, le courrier de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Dans un courrier dans lequel le cas de mon papa fait cas, je peux même vous donner le numéro du cas faisant état sur la disparition de mon papa. C'est le 10 00 39 05. Disparition forcée et involontaire des Nations Unies. Et ce document a été parrainé par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme à travers leurs représentants au niveau des Nations Unies. Que je remercie de passage de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme de nous avoir aidés pour que ce dossier puisse propulser. Monsieur le Président, c'est dans ce vide que nous avons resté, dans ce mépris, parce que généralement les cas de disparition dans notre pays est à l'image des cas de viol. Parce que ce sont des cas généralement qui sont très tabous. Parce que tout le combat que nous avons pu amener dans notre pays, ça fait l'objet de stigmatisation et de mépris. Autant au niveau des autorités politiques et autant parfois au niveau des autorités judiciaires. Monsieur le Président, chers assesseurs, en ce qui concerne le préjudice lié à l'angoisse de la mort imminente, correspond à la souffrance extrême subie par mon papa entre la panique générale au stade du fait de la rentrée des forces de l'ordre par des tirs et son décès de fait de la conscience de par sa mort imminente, de par sa mort imminente. Monsieur le Président, je représente ma famille et nous sollicitons que ce préjudice étant donné que moi qui représente la famille et par ricochet, c'est-à-dire ayant droit et héritier direct de la victime, nous estimons que c'est un préjudice moral puisque nous n'avons pas retrouvé son corps. Par conséquent, Monsieur le Président, sœurs assesseurs, au regard de tout ce qui s'est passé et ce qui fait trait sur la disparition forcée et involontaire, quand vous prenez le rapport de Human Rights Watch dans le chapitre 6, qui fait explicitement et qui fait une explication tangible et authentique par rapport à des corps qui ont fait l'objet de dissimulation dans des fosses communes, Monsieur le Président,
je vous demande, à travers votre auguste tribunal, de nous aider à retrouver le corps de mon papa et de nous aider à identifier les fosses communes pour que nous puissions vraiment se recueillir sur la tombe de mon papa, conformément aux principes religieux et culturels de notre pays, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers assesseurs, si je prenais la parole, voilà de façon brossée ce que nous avons vécu. Voilà notre récit et je vous remercie. Monsieur Ba, tout ce que vous avez narré sur le stade, comment vous avez appris ça? Je n'ai pas compris très bien. Tout ce que vous avez dit sur les événements du stade, c'est-à-dire ce qui s'est passé réellement dans l'enceinte du stade, comment vous avez su? La première information qui nous a parvenue, c'est l'apprenti de mon père, qui nous a informé que réellement, le monsieur qui a pris le téléphone à mon papa lui a dit que la personne là a été tuée au stade du 28 septembre 2009. C'est la première information qui nous a parvenue. Mais aussi, des voisins aussi qui se sont rendus au stade disent l'avoir vu au niveau de la pelouse. Et beaucoup l'ont vu aussi les circonstances de sa mort, mais d'autres ont préféré garder cela à leur niveau, parce que nous constituons une grande famille à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous dire les circonstances alors de sa mort? Est-ce que vous venez de dire que beaucoup vous ont parlé des circonstances de sa mort? Monsieur le Président, au nom de ma famille, tout ce que nous savons par rapport à la disparition de mon père est décédé au stade du 28 septembre et son corps a fait l'objet de dissémination. Au niveau de la morgue, est-ce que vous étiez là ou on vous a raconté également? Au niveau de la morgue, moi personnellement, je n'y étais pas. Mais mon frère et mes mamans, par endroit, et les parents y étaient. Vous avez dit que vous aviez 15 ans à l'époque. Oui, une quinzaine d'années. Question. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur Mamadou Bayloba. Je présente à l'entente mes condoléances les plus attristés, toute ma compassion au nom du parquet. C'est votre grand frère qui est parti à l'hôpital, c'est ça? Oui, bien sûr. Il vous a rapporté que ce jour, l'hôpital était militarisé. C'était au lendemain des événements ou le jour des événements? Le lendemain même des événements et les jours qui ont suivi. À l'instar de plusieurs parties civiles qui ont défilé à cette barre, ils ont effectivement reconnu devant le tribunal criminel que l'hôpital était militarisé, tel que vous venez de le narrer. Quel est votre avis quand le ministre de la Santé de l'époque dit qu'il n'a jamais l'information selon laquelle les militaires sont rendus dans les hôpitaux? Quel est votre avis sur son avis-là? Monsieur le procureur, en ce qui concerne la présence des forces de sécurité et de défense au niveau des morgues, c'est une évidence. Les rapports d'enquête internationale en fait foi et en fait cas. Est-ce qu'on ne peut pas raisonnablement penser que le ministre de la Santé, depuis le début de cette procédure jusqu'à maintenant, est en train de couvrir certains bourreaux? Parce que la question de la militarisation des hôpitaux a été développée à cette audience par plusieurs parties civiles. Mais lors de son passage ici à cette barre, il a dit que les militaires n'ont jamais été dans les hôpitaux, qu'il n'a jamais eu cette information. Monsieur le procureur, une fois encore, la présence des militaires au niveau des hôpitaux, au niveau de la morgue,
c'est une évidence. Très bien. Est-ce que ce jour, quand votre grand frère était venu à la recherche de votre défunt père, paix à son âme, est-ce qu'il a pu avoir accès à la morgue? Parce que vous avez dit qu'un militaire lui avait intimé de retourner, sinon il logerait une balle dans sa tête. Pour une première fois, au niveau de la morgue de Niasdine, bien entendu, le lendemain, parce qu'il n'y avait pas tellement de véhicules, ils ont marché à pied, ils sont venus, mais il y avait un arsenal militaire très costaud qui était posté au niveau de l'hôpital Niasdine. Donc, il était venu parce qu'il tenait tellement à voir pour comprendre la situation de mon papa, mais ils l'ont intimé, ils l'ont menacé que si toutefois il arrive à barricader ses interdits, qu'ils vont lui mettre une balle, qu'ils vont tirer sur lui. Finalement, il n'a pas pu avoir accès. Oui, bien sûr, il a été intercepté par mes oncles et mes cousins qui l'ont déconseillé de ne pas faire cela. Ma dernière question, si ce n'était pas pour tel que ça a été fait au stade, parce que le stade avait été nettoyé après le crime, si ce n'était pas pour masquer toutes les tueries survenues au stade du 28 septembre, est-ce que les militaires, surtout de surcroît les bérets rouges ou les militaires de façon générale, avaient leur place dans des hôpitaux où des dizaines et des centaines de Guinéens ont perdu la vie et empêché en conséquence l'accès à ces hôpitaux par les différentes familles victimes? Si ce n'était pas pour masquer le crime qui a été commis au stade du 28 septembre et trouver des alibis. Mais, monsieur le procureur, les militaires, naturellement, c'est dans les camps. Tout militaire qui vient dans un stade et que de surcroît, il y a eu des crimes à portée internationale, revient à dire que la personne est venue avec une mauvaise intention. Et nous l'avons appris par voie de presse et même par plusieurs rapports qu'au niveau du stade, les militaires étaient venus pour effacer les chaînes de crime. Je vous remercie, toute ma compassion. Merci bien, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Mamadou Bailo, nous vous présentons toutes nos compassions par rapport à ce qui vous est arrivé à votre famille. S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler le nom de votre papa? Mamadou Aliouba. Mamadou Aliouba. Et ce jour-là, il était sorti dans l'intention d'aller au stade ou bien d'aller à son lieu de travail? Non, quand je revisite le langage que mon père a dit, il me dit qu'aujourd'hui, la situation du pays est très tendue. Il a dit que ceux-là aussi qui se trouvent à son lieu de travail, c'est-à-dire les apprentis, ce sont les enfants d'autrui. Il va aller voir leur situation et les déconseiller de ne pas sortir. Il était parti dans ce sens. Donc, il était sorti dans l'intention d'aller à son lieu de travail? Bien sûr. D'accord. Où était son lieu de travail? C'est à Jean-Paul II. Jean-Paul II. Il est très connu là-bas. Mamadou Aliou, Toulier. D'accord. Et son ami Telly? Oui, il vit. Vous l'avez retrouvé? Oui, il vit. J'ai même échangé avec lui. Il vit? Oui, bien sûr. Il m'a... Vous pouvez nous donner son nom au complet? Vous dites? Telly comment? Comment il s'appelle? Bon, naturellement, on l'appelle Aladji Telly. D'accord. Et le jour? Parce que ça fait longtemps... Vous connaissez chez lui? Non, ça fait longtemps, on ne se voit pas. Vous ne pourrez pas le retrouver? Oui, il vit, j'ai son numéro, j'échange avec lui, mais vouloir se déplacer, c'est lui, ça fait longtemps. D'accord. Je connais pas que... Et à Donka, qui vous a dit ou qui a dit à votre frère que des militaires étaient venus nuitamment pour enlever des corps? Non, au niveau de Donka, nous avons jugé nécessaire de venir avec sa photo. Oui, quand vous êtes arrivé... Nous avons exhibé sa photo, nous avons montré un monsieur aussi qui était censé de veiller les corps. Et ce monsieur-là a dit qu'effectivement, ce monsieur-là a été envoyé ici, mort.
mais il a été transporté par d'autres corps, notamment dans les environs de 23 heures, pour une autre destination. Vous connaissez ces messieurs? Non? Non. D'accord. Et votre papa a laissé combien d'enfants? À l'époque, nous étions au nombre de 10, mais une est décédée par suite de maladie. Actuellement, nous sommes au nombre de 9. Et combien d'épouses? 2. D'accord. Et la personne qui avait pu avoir accès à son téléphone, cette personne-là, vous l'avez retrouvée aussi? Non, non, nous ne l'avons pas retrouvée. Parce que quand vous revisitez même le procès verbal de mon grand-père, mon père m'avait appelé vers les 11 heures. Mon père m'avait appelé vers les 11 heures parce qu'il m'aimait tellement. Et depuis lors, son téléphone n'a pas fait signe. Encore une fois, toutes nos compassions. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. Défense. Question. C'est M. Ba, hein? Oui. Toute ma compassion. Merci. Je voudrais juste savoir si, depuis le décès de votre père, si vous avez établi un jugement d'hérédité. Un jugement d'hérédité, non, mais quand même nous avons autres pièces qui peuvent justifier qu'on a un lien parenté avec notre papa. Nous avons les extraits de naissance. Et s'il y a aussi possibilité, nous pouvons aussi produire au tribunal ce jugement dont vous faites cas. Il avait combien d'enfants? Nous étions au nombre de 10, mais une est décédée. Vous avez au moins produit l'acte de naissance de tous les enfants? Oui, bien sûr, nous en avons. C'est bon. Merci, M. le Président. Monsieur Ba? Oui. Permettez-moi de vous exprimer toutes mes condoléances, bien que nous ne soyons pas sûrs à date que votre papa soit mort. Alors, moi je voudrais vous demander, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes né en 92? Oui, bien sûr. Ok. Donc en 2009, vous devriez avoir 17 ans, c'est ça? Oui. Ce que j'ai dit ici, j'étais âgé d'une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Plus d'une quinzaine d'années. Oui. Alors, votre grand frère, il est là? Mon grand frère, actuellement, il n'est pas là, il est au Bénin. Il est au Bénin. Oui. Vous êtes dans l'ordre de naissance, vous venez combienième? Je suis le deuxième fils à mon père. Le deuxième fils. Mais il y a des filles qui sont plus âgées? Le plus âgé, c'est mon frère aîné, qui n'avait que 21 ans à l'époque. D'accord. Après, c'est vous qui venez? Oui, bien entendu. Ah, d'accord. Merci. Donc, c'était une précision. Merci, Monsieur le Président. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. On posera quelques questions. Mais avant, je voudrais rendre hommage à M. Bailoba pour votre courage et surtout l'abnégation avec laquelle vous avez lutté pendant toutes ces années pour faire valoir vos droits. Je crois que c'est un exemple à suivre. Merci, maître. Très bien. Et vous avez parlé d'une menace à l'hôpital Ignace Den, si j'ai bien écouté votre récit. Vous avez dit qu'un militaire avait menacé de tirer sur la tête de quelqu'un s'il ne quittait pas. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, bien sûr. Et vous étiez à la recherche de la dépouille de votre père, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas qu'au moment des faits, tout avait été mis en place pour justement empêcher les personnes de retrouver les dépouilles de leurs parents disparus? Bien entendu. Est-ce que si les militaires s'étaient contentés seulement d'assassiner vos proches et s'ils vous avaient rendu les dépouilles, cela ne vous aurait pas en quelque sorte soulagé? Oui, bien sûr, conformément aux principes religieux de notre pays. Très bien. Je pense que cela, c'est ce qui aussi crée
la douleur parce que vous n'avez pas pu retrouver votre père pour lui accorder une sépulture digne de son rang, n'est-ce pas? Bien sûr, mais comme vous le remarquez, j'ai passé toute mon enfance dans cette situation. J'ai pratiquement pas de travail, j'ai toujours milité pour les droits de l'homme. Une fois encore, c'est lorsque j'ai eu l'opportunité d'effectuer un voyage au niveau du Sénégal à travers le réseau africain pour la justice pénale internationale. C'est là où que j'ai compris l'ampleur et l'importance de lutter pour la justice de notre pays et de surcroît de se battre pour la recherche de la vérité et les forces communes pour mon papa. Très bien. Vous avez parlé de la dépression de votre frère, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et cela a été occasionné par la disparition forcée de votre père, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que ces événements n'ont pas détruit votre famille? Oui, ça quand même, ça nous a beaucoup affecté psychologiquement et socialement. Parce que, vous savez, en Afrique, généralement, les gens s'en moquent quand tu arrives à perdre ton parent dans ce genre de situation et que tu n'arrives pas à retrouver son corps. Parce que toute personne aimerait voir la tombe de son papa, bien sûr, pour se recueillir à tout moment. C'est pourquoi nous tenons à cœur pour qu'il y ait vraiment l'identification des forces communes. Vous avez dit qu'au moment de la disparition de votre père, il avait 2 femmes et 10 enfants. Bien sûr. Et c'était l'unique espoir de la famille. Comment vous avez survécu après sa disparition? Maître, nous avons vécu des moments très difficiles, très difficiles, parce que cela même a permis pour qu'on puisse se disperser de part et d'autre. Parce que mon frère est né actuellement au Bénin, il est avec un de mes jeunes frères, l'autre est au Maroc. Et nous sommes là. Mais quand même, par la grâce de Dieu, on se tient bon. Je vous remercie, M. Bailo. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Ba, oui. Vous avez déclaré à cette barre que votre père a laissé derrière lui 10 enfants. Bien sûr. Je pense bien, parmi ces 10 enfants, il y avait plus de mineurs que de majeurs? À l'époque, oui, parce que mon frère n'avait que, comme je l'ai si bien dit, 21 ans, une quinzaine d'années. Il n'y avait que 10 ans, 8 ans, 9 ans, 3 ans. Parce que qu'après moi, c'est les jumeaux. Quand même, j'ai oublié, sinon j'allais venir avec la photo que même les Nations Unies avaient prise à l'époque. Parce qu'ils sont allés avec ça. J'ai ça à la maison. Nous étions assis en grand nombre, donc la commission a pris la photo. D'accord. Est-ce que vous savez qu'à date, beaucoup de familles ne sont pas encore rentrées en possession des corps de leurs proches? Oui, c'est ce qui nous a poussé à créer cette association. J'en connais beaucoup de familles qui aujourd'hui ont du mal à retrouver leurs proches, mais qui n'ont jamais rencontré les poules de juge pour témoigner. D'autres ont préféré s'en remettre à Dieu. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal, Monsieur Ba? Tout ce que je sollicite à ce tribunal, c'est pour que, à travers, bien entendu, le président et les assesseurs, qu'ils puissent qualifier et dénicher qui a fait quoi et qui ne l'a pas fait. Parce que ceux-là aussi qui sont incriminés au niveau des boxes des accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Mais pour le moment, nous y croyons à la justice de notre pays, nous y croyons à ce procès et grâce à celui-ci, on a espoir que la justice et la vérité, et notamment les forces communes, seront identifiées pour que vraiment nous puissions oublier ce pan de l'histoire qui nous a beaucoup fragilisés et traumatisés. Vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire? J'ai porté plainte contre l'État à l'époque, le gouvernement, et à travers les auxiliaires de maintien d'ordre et de défense, la gendarmerie, la police et la défense. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba. Oui. Vous avez parlé de l'apprenti de votre papa qui a appelé le numéro de votre papa
au moment où votre père était décédé, n'est-ce pas? Celui qui a décroché le téléphone, vous a-t-il annoncé le décès ou bien il dit simplement qu'il a ramassé le téléphone? Non, il n'a pas dit quand même comment et les circonstances et de comment il a ramassé le téléphone. Mais quand même, il n'a même pas donné du temps parce que j'ai échangé avec lui. Il a dit seulement ce monsieur a été tué au stade, il a raccroché. Depuis lors, son téléphone n'a plus sonné. Bien. Vous êtes venu à la morgue de Donka. Oui. Là, vous avez parlé de l'arrivée des militaires à 23 heures, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et que c'est le gérant de cette morgue qui vous aurait donné cette information. Bien sûr. Bien. À leur arrivée, que les militaires avaient tiré sur le transformateur. Bien entendu. Donc, profitant de ce noir, ils ont soutiré les corps. C'est ça? Oui. Bien. Est-ce qu'il vous a été informé là que votre papa, le corps de votre père, était effectivement à cette morgue? Oui, en se servant de sa photo, ce monsieur a dit que ce monsieur a été envoyé ici, mais les militaires sont venus notamment pour extraire les corps pour d'autres destinations, il a dit. Donc à ce jour, il n'y a pas de doute. Vous avez toute la certitude que votre père a été tué au stade 28 septembre. Son corps envoyé à la morgue de Donka a été soutiré, dissimulé, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Et donc, l'existence des fosses communes n'est pas une imagination, c'est une réalité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est une réalité. Là, on ne peut pas remettre en cause la commission d'enquête des Nations Unies et autres institutions comme Human Rights Watch. C'est expliqué explicitement dans leur rapport que les corps ont fait l'objet de dissémination dans les fosses communes. Est-ce que cela veut dire que le nombre de corps qui a été présenté à l'esplanade de la mosquée Faisal est nettement inférieur aux personnes qui ont été tuées au stade 28 septembre? C'est une bonne partie quand même. C'est une bonne partie qui a été exposée, mais d'autres corps ont été envoyés ailleurs. Bien. Avec Général Toto, qui a donné cette information qu'il y a eu un véhicule militaire dans un camp, notamment au camp Alpha, disons Samori Touré, qu'il y a eu un véhicule rempli de corps. Donc c'est une réalité, n'est-ce pas? Bien entendu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur de m'avoir donné la parole. Monsieur Mohamed Baylouba. Oui. Quelle était la profession de votre père, de votre feu père? Bien qu'intellectuel, mais c'était un taulier de profession. Vous avez déclaré dans votre narration des faits que lorsque un de vos parents s'est rendu à l'hôpital, il recherchait le corps, il a eu la dépression mentale. Bien sûr, c'est mon frère de lait. D'accord. Mon frère de lait. Vous avez dit que à l'arrivée de votre père au stade, selon les informations que vous avez reçues, ça coïncidait à l'ouverture du portail. Bien sûr, c'est ce qu'Alaguité m'a dit. Lorsqu'ils sont venus, ça coïncidait à l'ouverture des portails. Donc, lorsqu'ils ont pénétré au niveau de la pelouse, mon père s'est désolidarisé, il est allé vers les gradins. Il a pris place. Mais qu'après, il y a eu coup de tir qui retentissait. Après, chacun se cherchait à fuir, à quitter le stade. C'est là où ils se sont dispersés. Mais il m'a dit que lui, ils ont dépouillé tout, son argent, son téléphone, tout. Est-ce que, selon les informations que vous avez reçues, quand le portail a été ouvert, est-ce qu'il y avait la présence des policiers, des gendarmes?
Non, maître, je ne peux pas donner des explications par rapport à cela. Ok, d'accord. Vous avez affirmé ici que vous avez reçu la commission d'enquête internationale. Bien sûr. Quel était le contenu de votre entretien? Le contenu de notre entretien, parce qu'à l'époque, lorsque j'ai vu ces personnes, j'ai compris que la situation a tendance à être très sérieuse. Ils sont venus, ils ont rencontré la famille, et chacun a expliqué, mes deux mamans, mon frère, et les parents aussi qui étaient. Et quand même, ils nous ont promis que l'enquête va aboutir. Ils nous ont pris en photo en grande famille, là où nous étions assis. Ils sont allés avec ces photos. Et toujours dans la recherche, ils sont déplacés aussi à son... D'accord, c'est bon. Est-ce que, une fois, vous avez été invité par la commission d'enquête indépendante à l'interne? Non, vous savez, au niveau de l'enquête nationale, je crois que c'était en février 2010 que l'enquête a été ouverte. Et mon grand-père est venu avec tous les risques qui couraient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'avocat. À l'époque, il est venu témoigner devant les pots de juge, expliquer les circonstances de la disparition de mon père. D'accord. Je vous informe, effectivement, la commission d'enquête internationale, dans son rapport, a parlé des disparus, ceux qui sont morts, mais dont les corps n'ont pas été retrouvés. Je vous souhaite courage, toute ma compassion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, Monsieur Ba, je vous présente toute ma compassion et salue votre courage. Merci. Est-ce que vous confirmez avec moi qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que votre père fait partie des disparus du 28 septembre? C'est une évidence, maître. Est-ce que vous savez également que c'est l'une des caractéristiques fondamentales de ces massacres qui sont des crimes contre l'humanité, la disparition des corps? Bien entendu. Sur la même lancée également, est-ce que le fait d'avoir fait disparaître des corps, ce n'est pas une manière de minorer l'ampleur des massacres? C'était une façon d'occulter un pan important de ces massacres, d'occulter la communauté internationale qui avait dit de dépêcher une mission pour venir se recueillir des informations par rapport à ces massacres. Donc c'était une façon de cacher cela, d'occulter cela. Mais l'histoire s'en souviendra pour toujours. Est-ce qu'en dépit de votre courage et votre abnégation, votre scolarité et autres n'a pas été affectée par cette disparition? Merci, maître, pour cette question. Merci une fois encore, parce que mon père vraiment tenait à ce que nous étudions. Parce que le fait que mon père m'aimait à l'époque, c'est parce que j'étais tout le temps premier à l'école. J'étais tout le temps majeur dans ma promotion. Et il tenait à cœur qu'on étudie, qu'on devienne des modèles dans ce pays. Qu'on devienne des modèles dans ce pays. Mais aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, je suis la seule personne à pouvoir vraiment finir ma licence, parler un peu français et écrire. Et les autres n'ont pas eu la chance d'aller de bout en bout pour finir les études. Et c'est ce qui même a poussé mon grand frère à quitter la famille pour partir ailleurs. Et pour qu'il puisse vraiment nous aider. Parce que lorsqu'il était là, ça n'allait pas. Et vu aussi le fait que la famille était très nombreuse, donc il a décidé de quitter. Et moi, j'y restais et pour que je puisse encadrer mes jeunes frères. Cela confirme donc, n'est-ce pas, à peine sorti de l'adolescence, vous devenez chef de ménage d'une famille de 2 femmes et 9 enfants, 8 enfants, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Outre ces problèmes économiques, votre frère ressentait des problèmes psychologiques. Certainement, je pense que ces souffrances vous concernent également. Oui, bien sûr, on a souffert, on a extrêmement souffert.
On a extrêmement souffert. Naturellement, celui qui perd son père à Bajaz et qui reste une grande famille, vous dénombrez même au nombre de 9 et 2 veuves. C'est pas facile, maître, c'est pas facile parce que vous-même vous connaissez les situations de notre société. Mais quand même, de grâce, je remercie Dieu de nous avoir gratifié ce courage et ce survie. N'est-ce pas que vous croyez en la justice guinéenne? Oui, j'y crois à la justice de notre pays, ça a été toujours ma vocation. Je crois à la justice de notre pays à travers ce tribunal. Et nous sommes convaincus que le tribunal va qualifier, dénicher qui a fait quoi dans cette affaire. Est-ce pas une de vos demandes particulières serait d'identifier les charniers? Bien sûr, c'est ma préoccupation qui me tient à cœur. C'est l'une des préoccupations majeures quand même, que le tribunal nous aide à identifier les fosses communes parce qu'elles en existent sur le territoire guinéen. Monsieur le Président, c'est les assesseurs, je vous remercie. Encore ma compassion, Monsieur Ba. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba, je vous encourage et je vous souhaite bonne chance dans la vie. Je n'ai pas de questions. Je vous remercie. Merci, maître. Vous pouvez disposer, monsieur Ba. Merci, maître.